Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler OPA, on va parler offre publique d'achat et on va faire un focus sur les raisons qui poussent certains initiateurs, certaines sociétés à mettre des millions d'euros sur la table, voire des milliards d'euros pour lancer des offres publiques d'achat. Donc dans cette vidéo on va regarder ce qu'est une OPA, on va revenir sur quelles sont les principales raisons qui poussent certaines sociétés à lancer des offres publiques d'achat et nous on regardera en tant qu'investisseur comment est-ce qu'on pourrait éventuellement essayer d'en profiter. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté, je vous dis donc à tout de suite. Alors pourquoi une OPA? Donc on va revenir sur la définition rapide de ce qu'est une OPA. On regardera les principales raisons pourquoi un initiateur lance une OPA et on prendra à chaque fois des exemples. Alors une offre publique d'achat, donc déjà une OPA, faut pas confondre avec ce qui s'appelle une offre publique de retrait OPR ou offre publique de retrait obligatoire OPRO. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour ne pas confondre OPA, OPR, OPRO. Je vous mets ici le lien pour ceux qui ne l'ont pas vu de manière à ce que pour la suite de cette vidéo sur les OPA, ce soit beaucoup plus clair pour vous. Alors donc une OPA, c'est quoi? C'est quand vous avez une cible qui est donc une société qui est cotée en bourse, puis que vous avez en fait un initiateur qui peut être soit une autre société, soit un groupe de sociétés, soit une personne physique, soit un groupe de personnes physiques, soit un mélange un peu de tout ça. Toujours est-il que là, ce sont donc des initiateurs qui veulent en fin de compte racheter la société qui est donc cotée en bourse. Et donc par rapport à la réglementation, vous avez le gendarme de la bourse qui sur Euronext s'appelle AMF, Autorité des marchés financiers, qui a donc un règlement qui s'appelle le règlement général AMF qui définit quand vous avez quelqu'un qui veut lancer une offre publique d'achat pour racheter la société qui est donc cotée, donc ici la société cible, quelles sont les modalités, quels sont les délais à respecter, etc., etc. Donc ça, c'est dans ce qui s'appelle le règlement général AMF. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on retrouve tout cela pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin. Donc vous arrivez ici sur le site de l'AMF, vous allez dans réglementation, vous avez ici réglementation générale, vous cliquez sur réglementation générale en vigueur et c'est là où vous avez toutes les réglementations générales sur les OPA mais aussi les abus de marché, etc. Et vous avez ici dans le livre 2, titre 3, les offres publiques d'acquisition. Vous cliquez là, puis là vous avez l'ensemble de toute la juridiction applicable sur les OPA. Alors c'est super compliqué, etc. Mais sachez que donc tous les articles se retrouvent comme ça. Voilà, donc je referme cette parenthèse sur le règlement général AMF. Alors une offre publique d'achat, donc il y a deux types en fin de compte d'offres publiques d'achat. Il y en a une qui peut être amicale ou sollicitée, c'est-à-dire que là vous avez la société cible qui est donc d'accord en fin de compte pour être l'objet d'une offre publique d'achat. Puis vous avez le deuxième cas qui est beaucoup plus rare en fait, où là vous avez la société cible qui est plutôt hostile et qui a donc là une OPA qui n'est pas du tout sollicitée. Et là à ce moment-là la société va s'organiser pour pouvoir contrer l'offre publique hostile. Alors ce qui est important pour la suite, c'est qu'il faut savoir qu'à chaque dépôt d'une intention d'une offre publique d'achat, vous avez l'initiateur qui doit indiquer s'il veut faire une offre publique de retrait obligatoire ou pas, ou s'il veut faire un maintien de cotation. Donc ça c'est pareil, c'est dans le règlement général AMF. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir pour la suite, pour trouver les raisons de pourquoi il y a une OPA, ça va dépendre si l'initiateur veut sortir tous les minoritaires via une offre publique de retrait obligatoire, ou s'il veut au contraire garder la structure cotée. Et j'en profite pour ouvrir une autre parenthèse, c'est que sur Euronext, les OPRO, donc offre publique de retrait obligatoire qui exproprie tout le minoritaire, elle est possible sous réserve de deux conditions, et c'est bien deux conditions avec un et logique entre les deux. Je dis ça parce que des fois c'est pas très clair dans la littérature. Il faut qu'il y ait plus de 90% des droits de vote qui soient contrôlés par l'initiateur et plus de 90% du capital qui soit aussi contrôlé par l'initiateur. Si à ce moment-là l'initiateur il a bien ces deux points-là, à ce moment-là il peut lancer une offre publique de retrait obligatoire. Et donc à l'inverse, et c'est là où des fois c'est pas très clair dans la tête des gens, pour qu'une offre publique de retrait obligatoire soit bloquée, il suffit qu'il y ait une des deux, en fin de compte, conditions qui est, il faut que l'initiateur contrôle moins de 90% des droits de vote ou moins de 90% du capital. Donc ici vous avez bien un et logique pour valider l'OPRO, puis ici vous avez un ou pour exclure en fin de compte l'OPRO. Bon, pour ceux qui ont fait un peu de logique booléenne, c'est le fameux théorème de De Morgan. Alors voici donc la première raison de faire une OPA. En fait, elle est assez simple à comprendre. C'est pour prendre le contrôle de la société cible. Donc supposons que vous avez l'initiateur qui ne contrôle pas encore la société et il veut en fin de compte prendre son contrôle pour pouvoir mettre le management qu'il veut, pour pouvoir mettre le haut conseil d'administration, les gens qu'il veut, etc. Comme ça, il va pouvoir
directement influencer sur la stratégie, il veut des fois influencer sur les parts de marché, il veut aussi un complément géographique de la société qu'il va racheter, puisque lui, par exemple, il dit qu'en Europe, il achète une société qui est aux États-Unis. Ça peut être un complément aussi sur les produits, etc., etc. Voilà. Et l'offre publique de retrait obligatoire, elle peut arriver dans la foulée, mais comme je l'ai dit, au moment où l'offre publique d'achat, elle est communiquée au marché, il faut que l'initiateur dévoile ses intentions. Est-ce qu'il veut faire une offre publique de retrait obligatoire ou pas? Je donne ici un exemple avec la société FDJ, donc le groupe Française des Jeux, qui est donc coté sur Euronext. Ils ont lancé l'année dernière, en 2024, une offre publique d'achat sur une société en fait qui était cotée sur le Nasdaq à Stockholm. Et l'objectif, il était stratégique en fait. C'est qu'ils voulaient que la présence du groupe de FGG International monte énormément, puisque avant l'OPA, ils avaient 6%. Ils voulaient passer à plus de 20%. Donc voilà, c'était un des objectifs de l'OPA. Et la partie digitale aussi, ils voulaient que la partie digitalisation du groupe Française des Jeux passe de 14% à 29%. Donc on a un exemple d'une première raison d'une offre publique d'achat. Là, on est vraiment sur de la stratégie de société. Alors maintenant, on va regarder la deuxième raison. Donc la deuxième raison pour faire une OPA, c'est quelque part partir dans l'ombre. Et là, ce que va faire l'initiateur, c'est qu'il veut viser, en fin de compte, l'offre publique de retrait obligatoire, c'est exproprier tout le monde, sortir de la cote. Et là, en fin de compte, on se retrouve avec l'OPA qui est qu'une étape, donc qui est une étape réglementaire. Donc il est obligé de lancer une OPA pour pouvoir faire derrière son offre publique de retrait obligatoire. Et là, pourquoi est-ce qu'il veut faire une offre publique d'achat? C'est parce qu'il veut sortir de la cotation, puisque les publications qui sont faites au marché, ça donne énormément d'informations, notamment aux concurrents. S'il veut retourner dans l'ombre et ne pas communiquer aux concurrents un certain nombre de choses, voilà, une façon de faire, c'est quitter la bourse, puisque vous avez la réglementation qui demande de plus en plus de publication de documents, et être coté, ça demande un reporting qui est de plus en plus détaillé. Alors je vous donne un exemple, la société Esker, qui a une offre publique d'achat qui est donc en cours jusqu'au 9 janvier 2025, où là vous avez le fondateur, en fait, Monsieur Bérard, qui avait indiqué qu'il s'était associé avec Bridgepoint et puis General Atlantic pour sortir de la cote, sachant que lui, il a quelque chose comme 7% du capital. Ce qu'il a avancé comme principale raison, alors il y en a d'autres d'ordre stratégique, mais il y en a une qui est bien sur la réglementation. Il a dit on veut abandonner toutes les contraintes de la bourse, c'est-à-dire que c'est 50% du temps de son directeur général, c'est tout ce qui est communication vers la sphère financière, et il a indiqué que lui, c'était 20% de son temps. Et il a indiqué qu'avec la réglementation, notamment ESG, qui pèse de plus en plus, ça leur prend de plus en plus de temps. Donc ils veulent se dégager du temps et donc repasser quelque part, entre guillemets, dans l'ombre. Bon, pour autant, l'OPA est toujours en cours, donc on ne sait pas si derrière, ils vont réussir en fait à sortir complètement de la cote. La troisième raison de lancer une OPA, c'est exproprier tous les minoritaires, comme on l'a vu par une OPRO. Mais pourquoi, en fin de compte? Ça peut être pour pouvoir se revendre plus tard, en non-coté. C'est-à-dire, vous allez avoir une société qui va lancer une offre publique d'achat. Donc le majoritaire, par exemple, actuel, lance une offre publique d'achat. Il indique qu'à l'issue, s'il a les deux seuils, 90% du capital et 90% des droits de vote, il va faire une offre publique de retrait obligatoire. Comme ça, derrière, il va pouvoir quitter la bourse. Il aura réuni 100% du capital. Il n'aura plus aucun minoritaire. Et l'idée, c'est plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans après, c'est pour pouvoir se revendre sans présence de minoritaires qui pourrait nécessiter une décote. Et pour ça, je vous donne un exemple. Il y a la société Malterie franco-belge qui, en 2019, janvier 2019, a été sujet à une offre publique d'achat de la part de la maison mère, en fait, qui était la famille Soufflet, à l'époque, en janvier 2019, proposait de sortir le titre de la cote à 600 € par action, sachant que la famille détenait déjà 92% du capital. Et en fin de compte, ils n'ont pas réussi à récupérer, à l'époque, c'était 95% le seuil pour faire l'offre publique de retrait obligatoire. Donc, ils n'y sont pas arrivés. Conclusion, la société Malterie franco-belge est toujours cotée. Et quand on voit l'historique après de pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire une offre publique de retrait obligatoire sur la société Malterie franco-belge, c'est qu'il y a eu le groupe Soufflet qui est passé dans les mains d'Invivo. Vous retrouvez avec la société Soufflet, qui était donc quelque part le groupe familial qui contrôlait Malterie franco-belge, qui s'est vendu à Invivo. Donc on peut penser qu'en stratégie, ils avaient plutôt envie de ne plus avoir du tout de minoritaires dans les différentes sociétés qu'ils ont au sein du groupe, de manière à pouvoir se vendre plus facilement, avec pas la remarque oui, mais vous avez une filiale qui est cotée en bourse, ça va être compliqué pour nous, il va falloir qu'on fasse des assemblées générales, on va devoir réunir des actionnaires,
devoir publier des comptes, etc., etc. Bon, toujours dit qu'on en est là, mais vous voyez, dans les faits, on a quand même le groupe Soufflet qui a tenté une OPA juste avant de se vendre. Alors une autre raison de vouloir faire en fin de compte une OPA, puis derrière une offre publique de retrait obligatoire, c'est de pouvoir modifier les sociétés, notamment par exemple en faisant des fusions sans aucun minoritaire. Comme ça, vous avez complètement le contrôle. Là, je vous ai donné un exemple avec le groupe Bolloré et puis les sociétés qui s'appellent du groupe Rivaux. Donc il y a Artois, Moncé et puis Cambodge qui sont donc là en ce moment soumis à une offre publique de retrait obligatoire qui est donc voulue par le groupe Bolloré, de manière à pouvoir passer dans l'ombre. Et de mon point de vue, je pense qu'ils vont devoir faire des fusions, des simplifications dans toutes les holdings des cascades. Je vous remets ici l'organigramme et vous voyez bien qu'ici, c'est quelque chose qui est particulièrement compliqué. Puis si vous êtes complètement sorti de la cote, vous pouvez fusionner des choses pour simplifier les organigrammes, les statuts juridiques, etc. etc. Alors avant de passer donc à la synthèse, je vous rappelle que je fais une masterclass en fait sur Paris où la date est maintenant arrêtée. C'est le 8 février 2025. Alors suite à des désistements, il me reste 2 places là actuellement. Alors pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la barre de description sous cette vidéo. Donc on va passer une journée ensemble, petit groupe 10-12 personnes. On va parler bourse, on va parler stock picking, on va regarder comment analyser les sociétés, quelles sont les bonnes questions à se poser, etc. etc. Alors donc on synthèse là pour les OPA. Donc quand vous avez une OPA déclarée seule, c'est-à-dire sans OPRO annoncé par l'initiateur, ça peut être uniquement pour une prise de contrôle dans le cadre d'un complément stratégique sur des produits ou des services qui se complètent très bien, sur une géographie avec une zone géographique qui est à conquérir, etc., etc. Et ce qui est intéressant sur ça, je dirais, c'est le coup d'après qui peut être celui-là en fin de compte, c'est que ça peut entraîner une autre OPA plus tard. C'est-à-dire quand vous avez une OPA toute simple où l'initiateur indique qu'il ne veut pas faire d'offre publique de retrait obligatoire, ça peut derrière entraîner une deuxième OPA avec une offre publique de retrait obligatoire un petit peu plus tard. Donc si on passe donc justement sur ce cas où il y a une OPA avec une offre publique de retrait obligatoire qui est annoncée, l'idée c'est de passer dans l'ombre. Donc par rapport à l'initiateur, il veut retirer l'ensemble et retourner dans du non-coté pour potentiellement se vendre plus tard et pour aussi potentiellement fusionner des entités. Alors une fois qu'on a dit ça, nous en fin de compte on fait comment lorsqu'on veut essayer d'en profiter de ces OPA ou de ces OPA avec OPRO? Je donne ici quelques pistes de recherche. Il faut bosser ce qui s'appelle la répartition du capital des éventuelles cibles. Donc il faut regarder dans le rapport financier, etc. Regardez comment sont les rapports de force en présence. Vous pouvez chercher aussi des pactes d'actionnaires. Donc sur, pareil, le rapport financier, ça peut être aussi sur l'AMF. Vous avez des actionnaires qui sont liés par un pacte sur le fait que par exemple, personne ne va vendre l'entité potentiellement cible jusque par exemple le mois de juin 2025. Puis ça veut dire que donc après, c'est la porte ouverte à on pourrait éventuellement aller se vendre à quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi en piste de recherche regarder ce qui s'appelle l'âge du capitaine, c'est-à-dire si vous avez encore le fondateur qui est présent au capital puis qui est présent dans la société, quels sont ses descendants, est-ce qu'il y a des enfants qui sont dans la société ou est-ce qu'ils font complètement autre chose, est-ce que la société ne pourrait pas être cédée par quelqu'un d'autre. Donc ça c'est une idée parmi tant d'autres. Vous pouvez aussi rechercher les comptes de la holding, donc ça vous l'avez notamment dans Paper, ce que je vous ai mis ici, vous avez ça aussi sur société.com qui publie aussi des comptes de sociétés qui sont donc non cotés et vous pouvez vous approprier. L'idée c'est d'aller regarder est-ce qu'il y a de la dette, qui c'est qui est rentré, qui c'est qui est sorti, est-ce qu'il y a des procès-verbaux d'assemblée générale qui indiquent que la holding a pour mandat en fin de compte d'aller vendre la société cotée qui est donc la filiale, etc., etc. Et donc derrière ça peut déboucher sur une thématique qui peut s'appeler la thématique des OPA foirés. Alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les OPA ou les gros dividendes, comment les retrouver par rapport à ce qui s'appelle la répartition du capital. Donc je vous mets ici le lien de cette vidéo pour éventuellement vous inspirer dans le cadre de je cherche des OPA, des OPRO ou des gros dividendes. Alors voilà, donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Donc comme d'habitude, un pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, ajoutez un commentaire dans la barre de commentaires. Et n'oubliez pas que je suis aussi le rédacteur d'une newsletter dédiée à la bourse, dédiée au stock picking. Donc l'inscription est gratuite, le lien est dans la barre de description. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à l'offre annuelle Zone Bourse, dans le cadre de mon partenariat avec cette société, vous pouvez bénéficier de moins 25% sur les abonnements annuels. Donc là aussi, le lien, qui est un lien affilié, il est dans la barre de description.
Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.